en Chine, par exemple, on nous expliquait pendant très longtemps que l'apparition des réseaux sociaux, etc., allait très rapidement démocratiser le pays parce que l'information circule, etc., etc. On voit bien à quel point, et là je prends un exemple, je dirais, sciemment exagéré à des fins pédagogiques. La Chine a réussi à maintenir sa dictature en adoptant la technologie qui va bien pour contrer la technologie qui, elle, allait dans l'autre sens. C'est ce que je veux dire. Donc la technologie, en fait, c'est juste un outil, quoi. Après, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. La deuxième chose, c'est que si on arrive au pouvoir, ça veut dire qu'on aura passé un deal avec ces gens-là. Parce qu'à la fin, on va quand même gouverner avec les forces économiques et les forces financières du pays. La seule chose qu'il faut leur expliquer, et Dieu sait que j'ai passé des heures pendant la campagne présidentielle, la presse ne s'en est pas forcément fait écho, mais j'ai passé quand même un certain nombre de jours à Londres pour faire des conférences devant des parterres de financiers qui travaillaient à la City pour leur dérouler notre programme économique et financier. Parce que vous savez, on peut aussi en dire la même chose de Trump. Alors, les capitalistes, ils n'aiment pas qu'un mec qui arrive, qui dit on va fermer les frontières, on va t'emmerder si tu délocalises, etc. Mais il est quand même passé. D'accord ? Et le jour d'après, ça veut dire qu'on aura quand même gagné. Et si on a gagné, ça veut dire que quelque part, vous savez, les marchés financiers, moi, les Britanniques, alors les plus dogmatiques à la City, c'était les Français, qui eux étaient complètement fermés. Dès qu'ils voyaient Front National à l'époque, c'est etc. Bon, je vous fais pas les dessins. En réalité, mon expérience, qui est très enrichissante avec ces gens-là, c'est qu'en fait, c'est des gens extrêmement rationnels. C'est-à-dire, ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'incertitude. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les mecs qui apparaissent pas sérieux. En revanche, si vous allez devant ces gens-là, et j'en ai fait personnellement l'expérience, si vous allez devant ces gens-là en leur disant, voilà, si on arrive au pouvoir, voilà notre programme économique, tac, 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 tac. Les mecs, ils rentrent ça dans leur modèle, ils disent, ok, ces gens-là m'expliquaient, ils disaient, vous savez, nous, Trump, le Brexit, etc., les mecs ont dit les marchés financiers se sont emballés. Nous, on n'en a rien à foutre qui les peuples mettent au pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est juste la feuille de route, quoi, pour pouvoir intégrer ça dans notre modèle et pour pas perdre. Ce qu'on n'aime pas, c'est les gens qui ne font pas ce qu'ils disent, ou alors qui ont un truc qui est non susceptible de rassurer les marchés. C'est pour ça que, justement, je travaille à fond, et je vous invite, pour ceux d'entre vous qui vont sur Internet, à aller voir mon blog. On travaille à fond sur la problématique économique. J'ai récemment produit une note que Marine a fait sienne qui s'intitule « Sortir du piège de l'euro sans sortir de l'euro ». Et je déroule comment nous allons faire économiquement parlant. Les marchés, les opérateurs financiers, les grandes banques, les acteurs économiques ont besoin d'avoir du solide. Ils ont besoin juste que vous leur disiez comment vous allez vous y prendre. Ce que vous faites, le jugement qu'ils ont sur ce que vous faites, ils s'en foutent. Les mecs, en 2017, ils m'expliquaient, vous savez, on a avalé Trump. Donc Trump, c'est les États-Unis, hein, attention. C'est la reine-mère des marchés financiers. Et pourtant, on l'a avalé, il n'y a pas eu de cataclysme mondial, ça ne s'est pas effondré, etc. Juste parce que Trump avait dit, voilà, il a été élu sur un programme, il a rencontré les gens en B2B, il leur a expliqué, et ça s'est très bien passé. On arrive au pouvoir, il y a un travail. Alors évidemment, si pendant des années, votre seul programme économique, c'était de dire, on va terrasser les puissances d'argent, on va les écrabouiller comme ça, les ennemis du peuple, c'est pas un programme, ça. Ils ont besoin de savoir c'est quoi votre politique économique. Vous parlez de patriotisme économique, monsieur, expliquez-nous ce que c'est. J'ai expliqué ce que c'était. Ah oui, mais le marché commun, les barrières douanières, je leur ai expliqué. Eh bien voilà, c'est comme ça, c'est plus clair. Et ils sont partis de là rassurés. Plein d'entre eux sont venus me parler à la fin en me disant oui, c'est bien. Voilà, donc il faut rassurer ces milieux-là. Pas les rassurer sur le fond de ce que nous proposons, parce qu'il n'est pas question de se renier. Mais il est juste question d'être crédible sur ce que nous allons faire. D'accord ? Et donc en fait, les puissances d'argent et les acteurs économiques, la seule chose qu'ils veulent, c'est que vous leur disiez ce que vous allez faire,
Et comment vous allez le faire? Alors évidemment, si vous arrivez avec des trucs délirants, ils ne vont pas le croire, et s'ils ne le croient pas, pour eux c'est de l'incertitude. Si c'est de l'incertitude, c'est du marasme économique le jour d'après. Plus vous aurez rassuré en amont, plus on va paraître sérieux en rentrant dans la granularité du détail du programme, du chiffrage, on va faire ceci, on va faire cela, plus la stratégie d'ensemble. Si on arrive à les rassurer à la fois sur notre stratégie globale et sur les étapes économiques que nous allons prendre avec des chiffres sérieux, un programme solide, il n'y a pas de raison. Le problème, il n'est pas dans les acteurs économiques et financiers, parce que eux, vous pouvez les convaincre avec un programme économique solide et sérieux. En revanche, nos adversaires politiques, quelque sérieux que vous soyez, de toute façon, ils vont vous affabuler de tous les qualificatifs de non-sérieux, d'amateurisme, blablabla, etc. Alors évidemment, on dit, écoutez, si nous, vous nous dites que nous sommes des amateurs, etc., mais alors quand on voit votre bilan, franchement, on n'a pas envie de dire de vous que vous êtes des professionnels. Je sais pas, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'aurais... Voilà. Est-ce que ça marche? Oui. Alors j'aurais une dernière question à poser, et avant je voudrais, sur un thème qui n'a pas été abordé, je crois, le développement durable, justement. Ouais. Et avant, je voudrais vous prier d'excuser Kevin Pfeffer, le secrétaire départemental de la Moselle, du Rassemblement national, qui est ce soir à Cognac, qui sera demain dans le Loir-et-Cher, et qui, comme toutes les fins de semaine, anime la campagne des élections européennes, donc avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen et avec tous les têtes de liste de cette campagne. Parce qu'il y a des meetings dans des petites villes, mais c'est une exception à la règle. Finalement, nous avons la chance le 1er mai de recevoir Marine Le Pen, Jordan Bardella, voilà, sera là également, et nous aurons donc une très belle journée sur laquelle on peut déjà réserver ses places. Faites-le rapidement par internet, donc contactez-nous si c'est difficile pour vous. Voilà. Donc il y aura un déjeuner, donc ça se passera à la FIM. Il y aura un déjeuner, il y aura des interventions variées et un meeting à partir de 15h. On se gare facilement, l'accès, voilà. Je vous invite à partager cette information, à participer à notre campagne évidemment avant et après ce 1er mai, parce qu'il faut mobiliser nos électeurs pour être les plus nombreux. C'est une élection à un tour le 26 juin. C'est une élection à la proportionnelle intégrale, 26 mai, pardon, à la proportionnelle intégrale. Donc c'est là que nous avons le plus de chances finalement de faire entendre nos voix. Chaque voix sera utile et il est très important que nous nous mobilisions. Donc Kevin Pfeffer est sur un autre créneau. Jean Messia, moi je pense que c'est le créneau si important des réseaux sociaux que tu occupes avec brio et avec combativité, parce qu'il faut être présent, il faut avoir du répondant, il ne faut pas se laisser impressionner, et il faut toujours être accessible à tout le monde. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces contrôleurs du réseau de... Oui, c'était formidable, voilà. Pardon de t'interrompre, chère Françoise, mais en fait, il faut pas simplement uniquement évoluer sur notre base électorale. Nous ne sommes plus simplement un petit parti contestataire. Nous aspirons à devenir un parti de gouvernement. Donc il y a ce qu'on appelle, enfin ça c'est une déformation professionnelle, ce n'est pas des gisements fiscaux, c'est des gisements électoraux. C'est-à-dire il y a des catégories de population dans laquelle on va avoir une espèce d'autolimitation. Donc par exemple, les Français d'origine étrangère, on ne va pas les aborder, parce que comme de toute façon, si on arrive et on dit on est un Rassemblement national, on va dire non, va des rétros, Satanas, je ne vous parle pas. Non, il faut y aller. Et très souvent, vous allez trouver des terrains d'entente. Si vous leur parlez de leur identité d'origine, de leurs parents, etc., et que vous faites la comparaison avec l'identité nationale française, vous tissez des liens. Ils nous comprennent mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils voteront pour nous, mais ça veut dire quand même que dans le nombre de personnes que vous allez faire, on va retrouver des gens qui vont voter pour nous, parce qu'ils vont le lendemain vivre des situations, etc. Il faut y aller. Je veux dire, les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Donc menons le combat déjà, et ensuite on va voir. Mais ne pas le mener, forcément, on ne risque pas de les attirer. Hein. Vous savez, nous étions dimanche il y a 15 jours donc, dans une grande brocante à Metz, et... un vide-grenier plus exactement, et un commerçant donc, de la place
qui est étranger, est venu me voir en disant « Ah, Madame Groulet, je suis contente de vous voir. Non, mais il faut les virer, ces gens de la mairie de Metz, on n'en peut plus. On n'arrive plus à travailler, on est envahi par toute la misère du monde. » Voilà. Alors lui, je ne sais pas s'il vote parce qu'il est étranger, est-ce qu'il a aussi la nationalité française, mais en tout cas, son langage était très clair. Et ceux qui étaient contre nous, c'était les bobos en marche qui faisaient le marché avec leur tract très négatif, disant juste il faut faire attention au populisme, qui nous traitaient de racistes, mais ils étaient ridicules. Voilà. Mais en fait, traditionnellement, moi je me souviens d'une époque dans les années 70, et même au début des années 80, où les premiers qui étaient vent en poupe contre toute immigration nouvelle, c'était les dernières générations d'immigrés arrivés, parce que, en fait, plus il y a un afflux, plus ça retarde leur propre intégration à eux. Rappelez-vous des déclarations de Georges Marchais à propos de l'immigration. Exactement. Alors, je vous rappelle quand même que dimanche, il y aura une réunion sur Metz concernant l'avenir de la grande mosquée de Metz, qui est un projet qui est très, très inquiétant et très pesant. Plus de 1000 places. Un terrain qui va être cédé par la ville de Metz, 15 € par an, 15 € de loyer par an pendant 99 ans. Donc le projet a été retardé grâce à notre mobilisation, puisqu'au niveau de l'enquête publique du PLU, il a été possible donc, de freiner certains aspects. Il va falloir se mobiliser à nouveau. Ça, c'est encore un combat sur lequel... il y a des fonds publics, on peut s'engager là-dessus. Il y a des dizaines de milliers d'euros, des dizaines de millions d'euros, des millions d'euros au moins. Un sujet sur lequel nous nous mobiliserons. Et je vous invite donc à nous prêter main forte parce qu'il s'agit de notre identité, de savoir quelle image nous voulons donner donc de la France et de notre ville de Metz. Je vais juste en venir à la question que je voulais poser avant de libérer Jean, lui permettre de discuter avec tout le monde et puis de se diriger vers les rafraîchissements. Il s'agit de développement durable, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que le développement durable n'était pas un nom de promotion très engageant. Et pourtant, il me semble que notre projet est le plus cohérent en la matière. Et que nous avons des choses à dire. Alors comment réexpliquer cela peut-être à tout le monde, puisque il n'y a pas plus anti-écologique que le modèle ultralibéral que nous ne voulons pas voir progresser. Et en revanche, l'écologie, c'est une philosophie d'enraciné, c'est pas une philosophie de nomade sans frontières. L'écologie, c'est donc c'est une philosophie de gens qui veulent produire français avec des Français. Exactement. Est-ce que vous pouvez le réexpliquer? Oui, tout à fait. Oui, mais sans micro. C'est bon. Alors, le premier grand argument, évidemment, c'est l'argument avancé par François, c'est-à-dire qu'en fait, le modèle néolibéral n'a pas dans... les inputs dans ces entrées n'a pas le phénomène écologique. Le premier rapport alarmant sur le désastre écologique provoqué par le néolibéralisme, en tout cas par cette mondialisation naissante à l'époque, mais qui, évidemment, ce rapport, c'est le rapport Meadows, qui date du début des années 70, et qui dit déjà, attention, l'hypothèse sur laquelle est basé le modèle économique qui vient, c'est l'hypothèse d'infinité des ressources de la nature. Et donc c'est là où on a commencé à prendre conscience, donc c'est quand même assez ancien, on a commencé à prendre conscience que notre modèle de production, avant que ça devienne même le modèle de transport, mais déjà le modèle de production intensif, est un modèle qui conduisait au désastre écologique parce qu'il part de l'hypothèse qu'en réalité, les ressources de la nature sont infinies. Et le rendement de la nature, on peut lui réclamer tout. Or, la plupart des scientifiques estiment en réalité que les rendements naturels, quand je dis les rendements naturels, c'est tout ce qui est naturel, sans probiotiques et compagnie. Les rendements naturels, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, etc., c'est 3% par an. Or, le problème, c'est qu'en bout de chaîne, on a des financiers voraces qui demandent de leurs entreprises des taux de rentabilité de 15%. Donc, vous voyez le décalage. Donc, en fait, on va faire avancer la nature à marche forcée, ou alors,
on va essayer de réduire au plus possible les coûts pour faire produire à l'autre bout du monde, parce que même en incorporant économiquement le transport, ça reste économiquement rentable. Sauf que si vous mettez dans l'input de ce modèle, eh bien, la préoccupation du développement durable et de la production écologique, le modèle s'effondre. D'accord ? Après, donc il faut une remise en cause, et notre modèle patriote de patriotisme économique, c'est le plus écologique, parce qu'il est basé sur la proximité, sur le localisme. D'accord ? Donc on produit et on mange à côté. C'est bien meilleur, c'est plus sain, c'est plus écologique, ça pollue beaucoup moins que ces gros tankers qui font des dizaines de milliers de kilomètres par an et qui sont en fait les principaux pollueurs de la planète. D'accord ? Sans parler bien sûr de tous les risques afférents, risques sanitaires, etc., etc. On en a tous les jours la preuve. Après, vous avez des décisions, aujourd'hui des décisions politiques totalement délirantes du point de vue écologique. Ils sont mensongères. On vous dit, il faut abandonner le diesel. Il faut passer à la batterie électrique parce que c'est beaucoup plus écologique. Sauf que c'est faux. Parce qu'en fait, le diesel, oui, le diesel pollue, mais c'est plutôt les anciennes générations de diesel. En réalité, les innovations technologiques, des filtres à particules, etc., rendent les tout nouveaux diesels pratiquement aussi polluants que l'essence. C'est pas plus polluant que l'essence en tout cas. Mais surtout, pour fabriquer les batteries des véhicules électriques, il y a besoin de terres rares, ce qu'on appelle les terres rares. Ces terres rares qui sont des matériaux, des métaux rares. Et ces métaux rares, tenez-vous bien, on en a donné le monopole à travers les 50 dernières années à la Chine. Les métaux rares, leur extraction, sont en elles-mêmes un désastre écologique. Il faut retourner 1000 tonnes de terre pour en extraire 1 tonne de terre rare. Donc c'est un désastre écologique. Non seulement c'est un désastre écologique, mais c'est un modèle antinational au possible. Si tout notre parc de véhicules passe à l'électrique, ça veut dire que nos dirigeants jettent notre souveraineté industrielle et automobile pieds et poings liés à la Chine. Actuellement, c'est l'Arabie Saoudite. Alors que, non, parce qu'aujourd'hui, la filière du diesel, du début à la fin, je ne parle pas du combustible, mais la technologie du diesel, elle est maîtrisée par la France. C'est vraiment une filière, une dernière filière souveraine. Et puis comment on les recharge ? Pardon ? Alors après, je dis pas, attendez, je dis que il ne faut pas être contre la transition écologique, mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Encore une fois, les mots ont un sens. Transition écologique. Qu'est-ce que c'est une transition ? C'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain. Une transition, c'est quelque chose qui se prévoit, qui se planifie. Elle se planifie dans le temps, elle se planifie aussi par ce par quoi vous allez le remplacer. Donc effectivement, il faut, parce que l'essence, on a beau dire le nouveau diesel pollue autant que l'essence, ça reste polluant. Donc il faut effectivement passer à autre chose. Est-ce que le choix de l'électrique est un choix moins polluant et rationnel et souverain ? Non. En revanche, il y a d'autres filières, l'hydrogène, etc. Il faut y réfléchir. Vous voyez ? Donc la transition écologique, d'abord, elle ne peut pas passer par les taxes, parce que personne ne croit que la taxation écologique, c'est la condition sine qua non de la transition écologique. En réalité, dans cette affaire, la transition écologique est prise comme un prétexte pour accroître le matraquage fiscal et pouvoir rentrer dans les clous des critères de Maastricht relatifs au déficit budgétaire que le gouvernement a promis à Bruxelles de réaliser. Ça n'a rien à voir avec l'écologie et tout à voir avec les ratios d'endettement. D'accord ? Donc la fiscalité sacrificielle et punitive qui explique aux Français que si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de transition écologique, non. On n'est pas des lapins de 6 semaines, on a bien compris la logique finale. Par contre, réfléchir à une vraie révolution écologique avec des nouvelles technologies que nous allons maîtriser, avec lesquelles on va faire émerger en France. Attendez, la France est quand même un pays qui avait fait émerger toutes ces grandes filières, les centrales nucléaires, etc. Pourquoi ce qui a été fait dans le passé, dans les technologies de l'époque, serait impossible aujourd'hui ? Le génie français, il continue. On a des savants, on a des ingénieurs, etc. Je lisais l'autre jour un article qui disait que si on retirait les quelques 60 000 ingénieurs français qui bossent dans la Silicon Valley peut s'effondrer.
Nous avons, sauf que nous ne les exploitons pas. Et alors on nous dit, ah oui, mais c'est l'Europe. Encore une fois, vous savez, ce que vous appelez de vos voeux au niveau national, c'est l'Europe qui va le faire. Ben là, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un peut me dire une seule réalisation de l'Europe depuis la fin des années 80? Rien. Alors on nous dit, oui, mais vous savez, l'Europe, c'est un continent, ça va pouvoir faire concurrence aux États-Unis, à ces grands mastodontes que sont la Chine, là, parfait. Où sont les Google, les Facebook, les Twitter français, ou européens, pardon? On ne les a pas. Et pourtant, ça serait le domaine par excellence où s'il y avait possibilité de faire quelque chose au niveau de l'Europe, c'est celui-là. Donc même dans les domaines de prédilection où ces investissements peuvent être mis en commun pour faire émerger ces GAFA européens, rien n'a été fait. Alors que, attention, hein, la Chine, la Russie et même l'Inde, ils ont leurs champions, ils ont leur Google, ils ont leur Facebook, ils ont leur Twitter, ils ont leur messagerie Internet, ils ont tout. Alors on les connaît moins ici, mais ils les ont. Et c'est très largement utilisé par leur population. On nous avait promis à dire ouais, le GPS c'est américain. Attendez de voir Galiléo. Galiléo, j'en entends parler depuis que j'ai 20 ans. On ne rajeunit pas. Hein. C'est pour quand? Et voilà. Et donc comme en fait, le problème en matière de technologie écologique, comme en matière de technologie tout court, cette Union européenne, et par la faute de nos dirigeants, il faut dire, parce que c'est aussi une volonté politique de nos dirigeants, l'Union européenne actuelle stérilise les forces vives des nations en disant « vous touchez à rien, c'est l'Europe ». Ok, on attend toujours l'Europe, donc elle stérilise les forces vives des nations sans provoquer de forces vives européennes. Donc on a perdu sur tous les tableaux. Voilà. Et donc moi je dis qu'à défaut, et ça c'est typiquement comment dirais-je, la révolution, la transition écologique, grâce à la technologie, c'est quelque chose qui peut relever demain de l'Europe des nations et de l'Europe des coopérations. On va, entre nations souveraines, imaginer, comme naguère on avait imaginé Airbus, le Concorde, Ariane Espace, eh bien se mettre autour d'une table, chaque pays va apporter son savoir-faire, ses cerveaux, et on va imaginer une vraie transition écologique avec le développement de nouveaux vecteurs technologiques beaucoup moins gourmands en énergie et donc beaucoup moins polluants et donc écologiques. Mais encore faut-il, on revient toujours au même, encore faut-il avoir une volonté politique. Donc, écoutez, le 26 mai, exprimez-la, que je vous dise. Merci beaucoup, Jean. Je vous propose de vous lever et puis de nous rendre ensemble vers le buffet qui nous tend.